qui m'en en fait. Ok, c'est bon. C'est bon, tu m'entends? Non? Là, ça doit être bon. Donc, je sais pas si vous avez eu l'intro ou si j'ai parlé tout seul, mais donc en guise d'introduction, c'est le dernier webinaire organisé par la Matabier, du coup, qui va traiter des enzymes. Et donc, l'idée, c'est juste de faire un feedback sur les enzymes, leur utilité en œnologie, donc d'un point de vue technique et économique. Donc, on va aborder la partie clarification, extraction. On verra certaines activités aussi de l'élevage. On aura une partie aussi pour la partie purification des enzymes. Donc, en haut à droite, vous avez toujours le chat participant, donc le petit onglet avec les 3 points. Où vous pouvez poser directement vos questions et donc auxquelles je tenterai de répondre à la fin de cette présentation. Donc, on va pouvoir commencer et je vais couper ma caméra. Donc, tout d'abord, pour commencer cette présentation, on peut commencer par analyser la structure de la paroi cellulaire. Et ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que lorsqu'on va migrer de la pulpe à la pellicule, on va retrouver des parois cellulaires qui vont être de plus en plus épaisses. Donc des parois cellulaires qui vont être de plus en plus compliquées à rompre et à hydrolyser. Et cette paroi cellulaire, elle est composée de différents types de structures. Donc dans un premier temps, on va retrouver la cellulose. Dans un second réseau, on va retrouver l'exyloglucane ou hémicellulose. Et enfin, on va retrouver la matrice pectique qui va venir justement s'insérer dans ce réseau de cellulose et hémicellulose. Et donc, lorsqu'on veut avoir une bonne clarification, on va devoir hydrolyser cette matrice pectique pour diminuer la viscosité du mou et ainsi se retrouver avec un mou assez limpide avant de lancer la fermentation alcoolique. Donc, cette matrice pectique, on a plutôt tendance à l'appeler pectine. Donc, en fait, elle est composée de cette façon-là au niveau de la structure. Donc, ça va être un enchaînement d'acides galacturoniques qui peuvent être méthylés ou non. Donc l'idée, lorsqu'on va vouloir dépectiniser un mou, on va devoir justement hydrolyser cette chaîne pectique. Donc pour faire cela, on a différentes activités enzymatiques d'intérêt. Donc on va avoir d'une part la pectine méthylestérase, donc une activité enzymatique qui va permettre de déméthyler un acide galacturonique. Par la suite, on va avoir la polygalacturonase qui va permettre d'hydrolyser l'enchaînement de 2 acides galacturoniques, mais seulement pour qu'elle fonctionne, il faut au préalable que l'acide galacturonique soit déméthylé. Et de ce fait, on comprend bien qu'il y a une synergie entre la pectine méthylestérase et la polygalacturonase. Et enfin, on va retrouver également la pectine lyase, donc qui est une activité enzymatique qui n'est pas propre aux vivants, mais qui est plutôt intéressante dans le sens où elle va venir hydrolyser les acides galacturoniques, qu'ils soient méthylés ou non. De ce fait, on comprend bien que cette pectine lyase a un spectre d'action un peu plus large et va permettre de dépectiniser les mous plus rapidement. Donc de ce fait, lorsqu'on va avoir une dépectinisation assez rapide, on va plutôt avoir tendance à favoriser une activité enzymatique qui soit suffisamment riche en pectine lyase. Donc pour cet aspect de dépectinisation, on peut se baser justement sur ce triptyque qui retrace finalement les principaux paramètres qui vont rentrer en jeu dans la dépectinisation. On va avoir d'une part la température. Donc on sait que lorsque cette température va être plus importante, l'activité enzymatique va être plus importante également, donc la dépectinisation sera plus rapide. Cela dit, on a assez peu de marge de manœuvre par rapport à ce paramètre-là la plupart du temps, puisqu'on va recevoir la vendange à une température donnée. Donc on peut le modifier via des échangeurs tubulaires par exemple, mais toutes les caves ne sont pas forcément équipées de ces équipements. On a le temps également, donc plus on va laisser de temps à l'enzyme pour agir et plus on va avoir une dépectinisation. Mais là aussi, on a assez peu de marge de manœuvre puisque l'idée, ça va être de dépectiniser les mous assez rapidement, donc notamment sur des mous de blanc et des mous de rosé. Et enfin, on a sur le dernier paramètre, on va avoir le choix de l'enzyme et également la dose. Donc plutôt favoriser une enzyme qui soit suffisamment concentrée justement pour pouvoir éliminer tout le substrat et d'autre part adapter la dose pour qu'on puisse à des différents niveaux de la vendange en fait. Donc on sait qu'au début de la vendange, on va plutôt avoir tendance à augmenter un petit peu la dose d'enzyme puisqu'on va se retrouver avec des raisins avec une matrice pectique un peu plus importante. Et au cours de la vendange, on va dire à la moitié, voire sur la fin, on va plutôt avoir tendance à diminuer cette dose d'enzyme. Donc comment ça se passe concrètement? Donc tout d'abord au niveau du mou, on va avoir des pectines en suspension, donc des pectines qui vont être chargées négativement. Donc on va avoir des mêmes charges qui s'opposent.
Et de ce fait, on n'a pas de phénomène d'agglomération qui pourrait permettre une floculation. Donc, toute l'idée d'utiliser des enzymes pectolytiques, c'est qu'on va venir hydrolyser ces pectines, et de ce fait, on va libérer aussi des particules chargées positivement. Et ainsi, on va avoir différents types de particules qui vont avoir des charges opposées, qui vont venir s'attirer. Et par ce phénomène-là, on va avoir un phénomène d'agglomération qui va permettre une floculation et au final une bonne sédimentation. Et de ce fait, on va avoir un mou particulièrement bien limpide qui va nous permettre de lancer la fermentation alcoolique par la suite. Donc pour observer ce phénomène, il y a un test qui existe, donc qui est bien connu, le test pectine, qui consiste à mélanger un volume de mou avec 2 volumes d'alcool acidifié, d'attendre quelques minutes et de constater s'il y a la présence de pectine ou non. Donc par exemple sur la gauche ici, on se rend compte qu'on a une forte floculation, donc ce qui démontre bien qu'on a beaucoup de pectine. Et lorsqu'on va sur la droite, on a une dépectinisation qui s'opère pour sur la droite arriver à une dépectinisation totale où on se rend compte que on a le liquide qui est complètement limpide. Donc pour faire le lien avec nos solutions enzymatiques, donc sur blanc et sur rosé. Donc on a différentes enzymes par rapport à cette application-là, donc la VC et la NS, donc qui sont des noms de code. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que chacune de ces enzymes va avoir des activités enzymatiques assez différentes. Donc si on prend le cas de la VC, par exemple ici, on se rend compte qu'elle est particulièrement bien concentrée en pectine lyase. Donc pour rappel, la pectine lyase a un spectre d'action un petit peu plus grand. Et de ce fait, lorsqu'on va utiliser cette enzyme, on va avoir un découpage en majorité de la chaîne primaire. Et de ce fait, on va avoir un test pectine négatif plus rapidement. Donc c'est pour ça que cette enzyme est particulièrement bien adaptée à la flottation. Donc on peut voir le lien entre la pectine lyase et la valeur de FDU sur la gauche. Donc FDU qui représente la Ferment Depectinization Unit, qui représente la capacité d'une enzyme à dépectiniser un substrat. Et donc on voit bien que justement cette enzyme VC est particulièrement bien adaptée sur ce paramètre précis. Et de l'autre côté, on a la NS, donc une autre activité enzymatique, qui elle a la propriété d'être plutôt bien concentrée en polygalacturonase et en certaines activités secondaires. Et de ce fait, elle va couper d'une part la chaîne primaire, mais également la chaîne secondaire. Et de ce fait, on a plutôt tendance à la recommander sur la clarification statique, dans le sens où, grâce à la découpe de la chaîne secondaire, on va avoir moins d'espace finalement entre les particules de bourbe, et ainsi on a un meilleur tassement des bourbes. Donc voilà, 2 applications, on va dire, différentes. Et chose intéressante aussi, c'est que on sait l'activité enzymatique dépend énormément de la température, mais là, dans le cas de ces 2 enzymes, la température est plutôt bien conservée. Donc dans le cas de VC, par exemple, on a une conservation de l'activité enzymatique de 60% à une température de 5 degrés. Donc même à des températures assez basses, elle va continuer à bien fonctionner. Et juste pour appuyer ces dires, un essai qui a été mené l'année dernière donc dans une grosse cave coopérative du sud de la France. Donc c'est une cave qui avait commencé à travailler avec nous, on va dire il y a 4-5 ans, sur notre gamme d'enzymes. Et l'année dernière, ils ont décidé de refaire un benchmark par rapport à nos enzymes et à des enzymes présentes sur le marché. Et ce dont on se rend compte, c'est que ici, l'enzyme VC a été particulièrement efficace puisque c'était une des seules enzymes qui a permis de dépectiniser le mou totalement après 2 heures après son addition, ce qui n'était pas le cas forcément de toutes les autres enzymes. On a constaté également qu'on avait une bonne turbidité, un bon pourcentage de bourbe et également une bonne rapidité de tassement et une absence de flocculat en suspension. Donc ces essais ont permis de conforter la cave pour l'utilisation de cette levure-là. Lorsqu'on parle de clarification des mous, effectivement, on a systématiquement en tête les mous blancs, les mous rosés, mais il y a également les mous de thermo qui sont importants de clarifier. Donc, pour rappel, au niveau du concept, lorsqu'on fait de la thermo, l'idée, ça va être d'augmenter la température à une température supérieure à 70-75 degrés. Ainsi, on va avoir une bonne extraction des polyphénols, donc notamment des anthocyanes et des polyphénols d'intérêt. Dans le cas où on a la présence de botrytis sur la vendange, on va détruire la lacase aussi, donc une activité enzymatique qui a tendance à diminuer le contenu polyphénolique du mou et donc du futur vin. On va diminuer les notes végétales aussi, et notamment les pyrazines. Et enfin, la chose négative que l'on peut avoir aussi, ça va être la dénaturation des enzymes œnologiques propres aux vins. De ce fait, lorsqu'on fait de la thermovinification, il est nécessaire, voire indispensable, d'utiliser des enzymes exogènes pour avoir une bonne clarification.
Donc, ce que l'on a dit précédemment, effectivement, c'est que l'activité enzymatique va dépendre de la température. Donc là, c'est bien schématisé ici. Lorsqu'on va augmenter cette température, on va augmenter cette activité également, jusqu'à arriver à une activité maximale, on va dire autour de 50 à 55 degrés. Et cela dit, lorsqu'on va à une température supérieure à 60 à 65 degrés, on constate une dénaturation justement de cette enzyme, et de ce fait, on n'a plus du tout l'efficacité que l'on peut avoir de la part de cette enzyme. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que les enzymes sur le marché ont des réactions très différentes par rapport à cette variation de température. Donc certaines conservent bien leur capacité à dépectiniser. C'est par exemple le cas de l'enzyme 1 et de l'enzyme 3 ici, mais d'autres perdent complètement leur activité enzymatique. Donc c'est le cas de l'enzyme 4 par exemple. Donc dans un process thermo, il va être justement important de bien utiliser une enzyme qui soit adaptée à des hautes températures notamment. Toujours pour faire le lien avec certaines de nos solutions enzymatiques, on a toujours cette enzyme, la VC, qui est particulièrement bien adaptée, puisqu'on voit que entre une température de 20 degrés et de 55 degrés, sa FDU est conservée, donc sa capacité à dépectiniser un substrat est conservée. Donc j'ai utilisé le mot thermostable ici, mais c'est pas un mot qui est approprié, puisqu'un enzyme n'est pas forcément un micro-organisme, mais c'est juste pour montrer qu'elle va bien conserver justement son activité à des températures assez hautes. Et lorsqu'on avait fait des tests en laboratoire, justement, pour estimer son activité en fonction de la température, on se rend compte qu'on a un pic autour de 45 qui va jusqu'à, on va dire, 55-60 degrés. 60 et 65 degrés, on a une conservation quand même de cette activité, mais qu'au-delà de 65 degrés, là, on commence à avoir une perte très importante, puisqu'on va avoir une dénaturation rapide, en fait, de l'enzyme. Donc tout ça pour dire que finalement, cette enzyme de clarification, cette enzyme dépectinisante, est plutôt efficace à des températures à la fois basses et à la fois élevées. Donc il lui donne un spectre d'action assez intéressant. Donc on arrive et oui, des essais qui avaient été faits d'ailleurs, voilà, que j'avais oublié de mentionner, mais qui avaient été faits sur du Cabernet Sauvignon, donc de différentes origines, après flash détente, donc des mots qu'on a flottés par la suite. Et effectivement, on se rend compte qu'entre les modalités enzymées et non enzymées, il y a des différences significatives, et notamment au niveau de la turbidité, ce qui montre bien que le fait d'avoir ajouté l'enzyme a permis de dépectiniser les mous, de diminuer la viscosité et ainsi d'améliorer la clarification par la suite. Donc, pour arriver à des niveaux de turbidité, on va dire qu'ils sont plus intéressants à travailler avant de lancer en fermentation alcoolique. Donc, on arrive sur la seconde partie de cette présentation, sur l'extraction. Donc là, ici, ça va être un petit peu différent. Donc, l'idée, ça va être de dégrader les polysaccharides pariétaux des baies des raisins. Ainsi, on va avoir une meilleure libération des jus, donc plus de rendement en fait. On va aussi permettre la libération des précurseurs aromatiques qui sont la plupart du temps dans la pellicule des raisins. Et de ce fait, on va améliorer et faciliter le pressurage des raisins riches en pectine et à pulpe visqueuse. Donc ça dépend énormément des cépages, mais si on prend certains cépages français comme le Sévignon ou l'Uni Blanc, c'est des cépages qui sont plutôt visqueux, qui sont un peu plus compliqués à extraire, à clarifier, et de ce fait, l'utilisation de ce type d'enzyme présente plusieurs avantages. Donc des avantages déjà en termes de rendement. Donc généralement, on va avoir des rendements en jus qui vont être plus importants, qui vont s'échelonner, on va dire, de 4 à 10%. Et également, on va permettre de diminuer le temps de pressurage. Donc sur certains essais qui ont été menés dans des grandes caves coopératives, par exemple, on s'est rendu compte qu'à la fin de la journée, on avait intégré un cycle de pressurage supplémentaire via l'utilisation de l'enzyme, puisqu'on va libérer les jus beaucoup plus rapidement. Et donc, lorsqu'on utilise ce type d'enzyme, on a ce type de résultat sur la photo, à savoir qu'on va avoir des microporosités ici au niveau des membranes. Et du coup, ça nécessite moins d'action mécanique pour extraire le jus. Et c'est ainsi qu'on va avoir des cycles de pressurage qui seront diminués en fait. Donc toujours pareil pour faire le lien avec certaines essais qu'on a pu mener les années précédentes. Donc un essai qui a été fait sur chardonnay, où on voit justement que lorsqu'on a utilisé une enzyme, on a eu d'une part un rendement plus important, donc ici c'était 4 ou 5%, il me semble. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir aussi l'impact sur les différentes fractions des jus. Donc là, on peut voir qu'on a une fraction en jus de côte qui va être plus importante, une fraction sur la P1 qui va être plus importante et moins de P2. Donc d'une part, on va sortir plus de rendement et on va sortir des jus qui sont plus qualitatifs également. Donc on va gagner sur tous les points. Donc on va gagner d'un point de vue technique et on va également gagner d'un point de vue économique. Donc là, c'est une petite projection économique qui a été faite
via justement cet essai-là, où on a pris différentes hypothèses, donc un prix du vrac à 60 euros de l'hecto, à 126 euros de l'hecto et 300 euros de l'hecto. On a pris en compte ce gain moyen qui a été de 6%, et donc ça, c'est des données qui ont été faites sur un volume de 100 hectos. Donc ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on a un prix du vrac à 60 euros de l'hecto, donc ce qui est plutôt bas, on va gagner du jus finalement. Et lorsqu'on va soustraire le prix de l'enzyme, finalement, on reste quand même relativement bien bénéficiaire puisqu'on va gagner 400 euros ici. Par contre, lorsqu'on prend un prix du vrac à 300 euros de l'hecto, donc plus élevé, là, les différences sont nettement plus significatives puisque sur un volume de 100 hectos, on pourrait gagner jusqu'à presque 1800 euros. Les choses intéressantes aussi à prendre en compte, c'est que on va gagner aussi d'un point de vue aromatique, et notamment sur des cépages thiolés, par exemple, comme le Sauvignon blanc, puisqu'on le sait, la plupart des précurseurs aromatiques sont plutôt présents dans la pellicule. Donc, lorsqu'on va utiliser ce type d'activité enzymatique, donc d'une part, on va relarguer plus de jus, mais on va également relarguer plus de précurseurs aromatiques. Et de ce fait, on se retrouve avec des matrices qui sont généralement plus aromatiques en fin de fermentation alcoolique. Donc toujours sur la partie extraction, cette fois-ci sur les rouges. Donc c'est une partie que je vais traiter assez succinctement on l'avait déjà abordé lors d'un précédent webinaire sur l'extraction et la stabilisation de la matière colorante. Mais pour rappel, donc la couleur est localisée dans la pellicule du raisin. Donc tous les anthocyanes et les polyphénols d'intérêt être localisés dans cette partie-là. Et chose qui est intéressante aussi à prendre en compte, c'est que dans cette pellicule, on va se retrouver avec des parois cellulaires qui vont être beaucoup plus résistantes, donc beaucoup plus compliquées à venir hydrolyser. Donc justement, pour avoir une bonne libération de ces composés d'intérêt, il y a plusieurs concepts qui existent en œnologie. Donc par exemple la macération préfermentaire à froid, on peut avoir la thermo aussi, mais qui n'est pas forcément adaptée à tous les types de structures. Les actions mécaniques comme le délestage, le pigeage, le remontage, l'utilisation de SO2 aussi comme solvant qui va venir extraire plus de ces composés avec tous les impacts négatifs que l'on connaît aujourd'hui. Et il y a également une pratique, donc l'utilisation d'enzymes qui peut être très intéressante. Donc c'est bien schématisé sur la droite de cette diapositive, notamment via un test, le test de coloration de Schiff, qui permet de mettre en évidence en fait la présence de polysaccharides au sein des paracellulaires. Donc en haut de la photo la plus en haut finalement, ça va être le témoin. Donc on voit bien que justement ces paracellulaires sont bien colorés de façon rose à violette, ce qui montre qu'il y a une forte présence en polysaccharides. Lorsqu'on descend au milieu et lorsqu'on a utilisé une enzyme classique de dépectinisation, on va avoir une hydrolyse sélective de la paroi. Donc à savoir que l'enzyme a permis d'hydrolyser les parois cellulaires plutôt fragiles de la pulpe, mais dès lors qu'on est arrivé sur les parois cellulaires plus épaisses de la pellicule, elle n'a pas été capable de le faire. Donc de ce fait, on peut supposer qu'on a eu une libération plus limitée en polyphénol et anthocyanes. Alors que lorsqu'on va utiliser justement une enzyme adaptée, une enzyme d'extraction et de macération avec des activités spécifiques, on va avoir une hydrolyse qui est beaucoup plus complète et donc une bonne libération de ces tanins et de ces anthocyanes. Donc le fait d'utiliser ces enzymes, d'une part, on va gagner sur le relargage de polyphénol et d'anthocyanes, mais on va également avoir des avantages au niveau des polysaccharides en fait. Donc si on revient sur la structure de la pectine, mais avec une structure un peu plus complexe, on va retrouver la trame pectique, donc les acides galacturoniques ici, donc on va appeler homogalacturonanes. Et sur ces homogalacturonanes vont venir s'insérer et s'agréger d'autres familles de polysaccharides. Donc on va retrouver d'une part les rhamnogalacturonanes, et c'est surtout le rhamnogalacturonane de type 2 qui nous intéresse ici, puisque celui-ci a la propriété justement de venir stabiliser les composés phénoliques d'intérêt, donc de venir stabiliser la matière colorante pendant la fermentation alcoolique et pendant l'élevage. Il a aussi la propriété aussi de jouer un rôle tampon entre les tanins et les protéines salivaires, et de ce fait, lorsqu'on a une bonne libération de ces rhamnogalacturonanes de type 2, on a généralement un meilleur volume en bouche. L'autre grande famille de polysaccharides issus du raisin, ça va être ce que l'on appelle les pragues, donc des polysaccharides riches en arabinose et galactose, qui eux ont comme caractéristique d'être des molécules de taille moyenne à assez grande, et de ce fait, elles ont tendance à diminuer la filtrabilité des vins. Donc là aussi, l'utilité d'utiliser une enzyme d'extraction, ça va être de diminuer et d'hydrolyser ces pragues pour améliorer la filtrabilité des vins par la suite. Ça a bien été démontré justement dans une thèse
qui avait été faite par Marie-Agnès Ducasse il y a une petite dizaine d'années. Donc, on voit bien ici que lorsque l'on va utiliser une enzyme d'extraction pour les rouges que l'on appelle VV, on va avoir un bon relargage justement de rhamnogalacturonanes de type 2. Donc, un effet positif sur la stabilité des composés phénoliques en rouge et un effet positif sur le volume en bouche lors de la dégustation. On va avoir une belle diminution également des pragues, donc des molécules de moyenne taille à grande taille, et ainsi on va améliorer la filtrabilité des vins. Donc, de façon plus récente, on avait fait des essais l'année dernière dans notre centre expérimental sur du Cabernet Sauvignon. On avait 3 modalités, donc une modalité témoin sans enzyme, une modalité avec une enzyme X, donc une modalité où l'enzyme n'est pas purifiée, mais c'est une enzyme de macération, et la dernière modalité, donc l'enzyme VV, FCE, puisqu'elle a été purifiée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin de la fermentation alcoolique, on se retrouve avec une augmentation de plus 12% au niveau de la couleur comparé au témoin. Et ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que ça a notamment impacté la couleur rouge, donc la DO 520. Donc, ce qui suppose qu'on a eu une meilleure extraction des anthocyanes propres à la pellicule. Et en parallèle, on constate également un meilleur IPT, donc un meilleur indice de polyphénol totaux au niveau de l'enzyme VV. Donc là aussi, ce qui permet de mettre en parallèle et en exergue le fait qu'on ait eu une meilleure libération et une meilleure extraction des polyphénols propres à la pellicule. Chose qui est important à prendre en compte aussi via l'utilisation de ces types d'enzymes, donc que ce soit des enzymes de clarification ou des enzymes d'extraction, c'est que ça a un impact positif sur la filtrabilité des vins en élevage. Donc ça, c'est pas forcément le même essai de l'année dernière, c'est un essai qui est un peu plus vieux, mais toujours dans notre centre expérimental, mais avec la même enzyme. On se rend compte que lorsqu'on a utilisé cette enzyme d'extraction, et pendant l'élevage, donc après les fermentations, on se retrouve avec une turbidité qui va être plus basse et également une filtrabilité qui va être bien améliorée, donc via le CFLA, donc qui sont les critères de filtrabilité Lamotte-Habier. Donc on passe d'une filtrabilité qui va être difficile à une bonne filtrabilité. Et donc ça, c'est dû justement à l'utilisation de cette enzyme. Les pectines qu'on va retrouver sur les raisins, si jamais on les hydrolyse pas pendant la fermentation alcoolique ou même pendant l'élevage, on va les retrouver sur le vin. Et donc ça, forcément, ça va avoir des impacts très significatifs au niveau de la filtrabilité. Et on commence à avoir de plus en plus de retours aujourd'hui sur des vins qui sont de plus en plus compliqués à filtrer. Et lorsqu'on commence à creuser un petit peu, les gens ont tendance à diminuer justement la dose des enzymes. Et lorsqu'on fait des tests pectines ou des tests glucanes, qu'on verra par la suite, on se rend compte qu'il peut y avoir encore des pectines résiduelles. Donc le fait de dépectiniser les mous va justement permettre d'impacter positivement la filtrabilité des vins par la suite. Donc lorsqu'on a encore des problèmes de filtrabilité, donc on a vu que ça pouvait être dû aux pectines, ça peut être également dû aux glucanes, donc qui sont des molécules de taille assez importante, des molécules levuriennes. Et donc là, l'idée, on peut utiliser aussi une autre activité enzymatique pendant l'élevage, les bêta-glucanases, qui vont permettre d'hydrolyser ces glucanes aussi, et ainsi améliorer la filtrabilité des vins. Donc au même titre que le test pectine, il y a un test glucane qui est assez simple à faire. En fait, c'est le contraire, il va falloir mettre 2 volumes de mou pour 1 volume d'alcool acidifié. Mélanger doucement en faisant une rotation. En faisant une rotation, en fait, il faut créer un vortex. Et à partir du moment où il y a la présence de filaments qui apparaissent, ça veut dire qu'on a une proportion en glucane qui va être supérieure à 15 mg par litre. Et donc, ces glucanes peuvent avoir un impact négatif sur la filtrabilité des vins. Donc, chose importante à prendre en compte aussi sur l'utilisation de ces bêta-glucanases, c'est qu'il est important de les utiliser en cocktail avec des pectinases. Donc, c'est là où on va avoir la meilleure efficacité sur la filtrabilité des vins. Donc ça avait bien été démontré justement sur la thèse de Anne Humbert-Goffard. On voit que lorsqu'on va utiliser un cocktail de pectinase et glucanase, on va améliorer de façon très importante la filtrabilité, alors que lorsqu'on utilise seulement une glucanase, on va l'améliorer certes, mais pas autant que le cocktail. Donc au niveau des activités enzymatiques en élevage qui sont intéressantes à prendre en compte, c'est des activités enzymatiques qui vont permettre de révéler plus d'arômes, donc notamment les terpènes. Donc on parle souvent des bêta-glucosidases ou glycosidases. Donc comment ça fonctionne? Ça va fonctionner en 2 étapes. Donc dans un premier temps, on va avoir une coupure du disaccharide via des activités enzymatiques comme la rhamnosidase, arépinosidase et apiosidase, donc qui va permettre de couper ce disaccharide. Et par la suite, on va avoir justement la coupure de glucose pour venir révéler l'arôme finalement, donc de terpènes, via la bêta-glucosidase.
Et donc, pour rappel, les arômes de terpènes, on va être plutôt sur des notes florales, on va dire, citronnées. Donc, il peut être positif dans certains cépages, comme le muscat, par exemple, ou certains cépages d'Alsace. Mais au-delà d'un certain seuil, ils peuvent apporter une lourdeur très importante au vin. Donc, pour arrêter l'activité enzymatique de la bêta-glucosidase, on va devoir traiter avec de la bentonite à hauteur de 10 grammes par hecto pour venir inhiber cette activité enzymatique. Puisque le fait est que cette activité enzymatique est très stable dans le temps. Elle peut rester jusqu'à 6 mois présente dans le vin. Donc, il est presque nécessaire et crucial de faire un traitement à la bentonite pour supprimer justement cette activité enzymatique. Chose importante à prendre en compte sur les bêta-glucosidases, c'est qu'elles sont généralement bourrées en cinnamylestérase, dans le sens où ces deux activités enzymatiques sont de même poids moléculaire. Donc, par exemple, si on va faire une purification en cinnamylestérase, on va également supprimer l'activité bêta-glucosidase, et de ce fait, on ne peut pas avoir cette activité-là. Donc, de ce fait, on a des activités enzymatiques en bêta-glucosidase qui vont être très importantes en cinnamylestérase. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut plutôt les utiliser en élevage et pas en fermentation alcoolique, puisque lorsqu'on va les utiliser en fermentation alcoolique, on a la possibilité de produire des vinylphénols par les levures qui peuvent être POV positifs. Donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Toujours en élevage et toujours sur cette révélation aromatique, depuis peu, il y a des enzymes sur le marché qui permettent de révéler les thiols, notamment. Donc, pour rappel, au niveau de la formation des thiols, ces précurseurs de thiols, sont présents dans les mous, donc ils sont inodores. Et c'est via le métabolisme de la levure et via une activité enzymatique de la levure qui s'appelle carbone sulfurlyase ou bêta-lyase qu'on va transformer ces précurseurs aromatiques en arômes volatiles finalement. Donc finalement, aujourd'hui, on a des activités enzymatiques qui vont permettre de simuler cette activité enzymatique-là. Et ce qui est intéressant, ça va être au niveau du timing de l'addition de cette enzyme. Donc soit on peut l'utiliser en fermentation alcoolique, et de ce fait, on va stimuler la production de 4-MMP, donc les notes plutôt de buis, de 3-MH, les notes plutôt d'agrumes, et d'A3-MH, donc des notes plutôt tropicales. Soit on va pouvoir les utiliser en élevage, et de ce fait, on n'aura plus que le 4-MMP et le 3-MH. Puisqu'on n'aura plus le métabolisme de la levure qui va permettre de transformer le 3-MH en acétate de 3-MH, et de ce fait, on va plutôt stimuler seulement le 3-MH et le 4-MMP. Donc, en fonction du timing d'addition, on va avoir une modulation qui peut être importante du profil aromatique. Et donc ça, c'est des choses que l'on a constatées sur le terrain, donc sur plusieurs essais qu'on a menés ces différentes années. Donc ça, c'est un essai que l'on a fait dans la Loire sur du Sauvignon blanc, donc des cépages fortement thiolés. Donc on a différentes modalités, un produit témoin, une modalité avec un produit de chez nous, donc l'optithiol, ça va être un dérivé de levure riche en composés réducteurs pour booster la production de thiol en fermentation alcoolique. On va se retrouver ici avec l'activité enzymatique qui va permettre de booster également les thiols. On voit bien que ça a eu un impact quand même très positif. Et enfin, le dernier volet de cette présentation qui parle de la purification. Donc ça, on en a beaucoup parlé, notamment avec nos enzymes. Donc pourquoi purifier nos enzymes en œnologie? En quoi ça consiste? Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines enzymes sur le marché présentent cette activité, donc cinnamylestérase, qui a la propriété de transformer les esters d'acide cinnamique en acide phénol libre. Ce que l'on sait, c'est que ces acides phénols libres sont directement le substrat de certains micro-organismes pour produire des vinylphénols volatiles ou des éthylphénols. Donc les vinylphénols, lorsqu'on arrive au-dessus du seuil de perception, on va être plutôt sur des notes pharmaceutiques, des notes de sparadrap. Et ces éthylphénols, lorsqu'on est au-dessus des seuils de perception, on va plutôt être sur du cuir, des notes animales, écurie. Donc ce qui est important à prendre en compte, c'est que lorsqu'on va être en dessous de ces seuils de perception, ça va jouer un rôle de masqueur aromatique et de ce fait, on n'aura pas tout le fruité que l'on peut avoir du vin. Donc l'idée d'utiliser des enzymes purifiées en cette cinnamylestérase, c'est qu'on va empêcher la production supplémentaire de ces acides phénols libres qui sont directement le substrat de ces arômes négatifs dans le vin. Donc si on revient à l'essai qui avait été fait justement sur Cabernet Sauvignon, au niveau des différentes enzymes que l'on a utilisées, on se rend bien compte que quand on a utilisé l'AVV, donc une enzyme purifiée, on n'a pas surproduit, on n'a pas de surproduction d'acide phénol. Alors que c'est le cas pour l'enzyme X qui n'était pas purifiée. Donc ici, avec l'enzyme X, on peut avoir un risque supplémentaire en fait de production de vinylphénol ou d'éthylphénol, pour lequel on a la présence de Brettanomyces par exemple dans notre chai.
Comment ça se passe, cette purification? Ben, ça vient justement s'implanter dans le process de production normal. C'est une étape supplémentaire, en fait. Et donc là, il y a plusieurs procédés pour venir purifier ces enzymes-là. Donc, soit on peut faire une ultrafiltration, ce qui va nous permettre de sortir justement l'acétamylestérase, soit on peut faire un choc par un traitement pH. Donc là, euh, l'inconvénient de ce traitement, c'est qu'on va avoir des pertes au niveau des activités enzymatiques. Donc dans le cas de notre producteur, donc Novozymes, on s'est plutôt appliqué à purifier nos enzymes via les ultrafiltrations, justement pour garder des enzymes qui soient suffisamment concentrées en pectinase. Et par la suite, on a une méthode de séparation justement de l'enzyme et des micro-organismes. Et on va avoir des étapes de concentration. On va pouvoir les vendre sous forme liquide. On va pouvoir les granuler par la suite pour les vendre sous forme solide. Donc récemment, ou il y a quelques années, on a fait un benchmark en fait vis-à-vis de nos enzymes et d'autres enzymes sur le marché pour voir justement quels étaient les niveaux de purification. Donc, en interne, nous, on travaille uniquement avec ce qu'on appelle le niveau 3 et le niveau 2. Donc, le niveau 3, c'est des enzymes qui sont totalement purifiées, en fait, de cette activité cynaminylestérase. Et le niveau 2, ça va être des activités enzymatiques qui sont faiblement concentrées en cette cynaminylestérase. Donc, qui ne sont pas purifiées, mais qui présentent un niveau d'activité qui reste relativement faible. Et après, il va y avoir des niveaux 1 qui sont, elles, pas purifiées non plus, mais qui présentent des activités très importantes de cynaminylestérase. Donc, la plupart de nos enzymes sont purifiées et celles qui ne le sont pas, on fait attention justement qu'on n'ait pas de cynaminylestérase dans notre produit, ou peu, du moins. Donc, en termes de conclusion, ce que l'on peut dire des enzymes, en phase préfermentaire, on peut avoir des impacts positifs au niveau de la clarification, au niveau de l'extraction, que ce soit des jus, donc en rendement, des précurseurs aromatiques et de la couleur dans le cas des rouges. On va améliorer la filtrabilité aussi. Et dans le cas des phases post-fermentaires, pardon, là aussi, on peut améliorer la filtrabilité avec l'utilisation de bêta-glucanase, le volume en bouche aussi, toujours avec ces bêta-glucanases, une bonne optimisation aromatique, donc que ça soit un profil plutôt terpénique ou thiolé, et stabilisation microbiologique avec le lysozyme, dont j'ai pas forcément parlé ici, puisqu'on l'avait déjà mentionné dans d'autres webinaires. Donc, merci pour votre attention. Je vais maintenant passer à la partie des questions. Donc, première question de Bruno. Si je fais un essai, je vais remettre ma caméra. Si je fais un essai de cracking sur Sauvignon, quelle enzyme et à quel moment? Donc, généralement, le cracking, donc c'est une nouvelle technique qui existe depuis peu finalement, qui consiste à venir chauffer les mous blancs ou de rosé dans une optique aromatique. Est-ce que vous me voyez toujours? C'est mon écran qui s'est éteint. Ouais, mince, je vois pas là. Ah, c'est bon, c'est revenu, pardon. Donc le cracking consiste justement à venir, au même titre que la thermovinification, chauffer les mous, donc de blanc et de rosé, dans une optique aromatique. Donc généralement, on va plutôt chauffer les mous après pressurage, donc pour éviter justement de le faire sur raisin et pour éviter d'avoir un relargage très important de polyphénol. Donc dans le cas d'utilisation d'enzymes sur des vins craqués, et plutôt favoriser l'utilisation de pectine dans ce cas-là, ou des pectinases. Donc chez nous, l'AVC devrait être particulièrement bien adaptée puisqu'elle est résistante à des températures importantes. Donc seconde question de Manon. Bonjour, quelles sont les alternatives pour la vinification en bio? Alors en vinification biologique, on a uniquement le droit d'utiliser des pectinases en fait. Donc toutes les enzymes aujourd'hui sur le marché sont composées de pectinases. Donc après, ça dépend comment le fournisseur communique là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir très bien des activités secondaires d'extraction dans le produit, mais on peut avoir des pectinases dedans. Et de ce fait, ça dépend vraiment comment communique le fournisseur. Mais toutes les activités enzymatiques aujourd'hui sur le marché contiennent des pectinases. Donc en soi, dans l'absolu, on pourrait utiliser toutes ces enzymes-là en vinification bio.
Pourquoi certaines enzymes ne sont pas autorisées en bio-UE alors qu'elles le sont pour les USA et peut-on considérer que tous les enzymes sont véganes? Alors ça, on va dire que c'est un peu compliqué au niveau des réglementations, que ce soit UE et USA, puisqu'on a tendance à penser qu'en fait, ils ont regardé tous les produits qui étaient autorisés en UE et ils les ont pas autorisés en USA. C'est souvent le contraire, en fait, qui se passe. Donc, j'ai plus forcément la réglementation USA en tête. Donc, je reviendrai vers toi, Bruno, par rapport à ça, mais je n'ai pas la raison. Et peut-on considérer que tous les enzymes sont véganes? Oui, je crois qu'on a un certificat en interne qui stipule que nos enzymes sont véganes, dans le sens où lorsqu'on fait pousser les micro-organismes, donc Aspergillus niger ou Aculeatus dans notre cas, chez nos enzymes, c'est souvent sur des substrats agricoles. Donc de la mélasse par exemple, donc il n'y a pas de substrat animal, et de ce fait, ces enzymes sont généralement véganes. La spécialité enzymatique utilisée permet bien, dans le cas de pressurage à vocation de rosée, d'éviter des augmentations de l'extraction de couleurs issues de la pellicule. Alors oui, ça, on a pas mal d'essais par rapport à ça, parce que ça, c'est toujours la crainte justement des vinificateurs d'utiliser des enzymes d'extraction. Est-ce qu'on va avoir plus de polyphénol, plus de couleurs? Il n'y a pas de différence significative. Donc, sur pas mal d'essais qu'on a fait sur différents cépages, on ne constate pas d'augmentation de polyphénol ou de couleurs. Donc, pas vraiment de problème par rapport à ça. Les enzymes perdent-elles une part d'activité si je les joins directement à une colle de poids? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense pas vraiment. Alors dans le cas de tannins, si forcément, puisque les tannins sont chargés négativement et certains tannins peuvent justement avoir un impact sur la diminution de l'activité enzymatique. Mais dans le cas de la protéine de poids, pour le coup, Bruno, tu me poses une colle. Donc, je vais me renseigner par rapport à ça et je reviendrai vers vous. Mais ouais, pas vraiment la réponse par rapport à ça. Donc, on va creuser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, auquel cas, mais je vous laisse toujours mes coordonnées avec mon numéro de téléphone et mon mail. Et si vous avez jamais d'autres questions, si même vous voulez mettre en place des protocoles cette année pour des essais, on est en recherche de sites d'essais. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous fera des protocoles avec plaisir. Donc, merci beaucoup et bonne journée.